tout à l'heure, mais directement, je vais passer la parole à Alessandro Pellizzari, le directeur de cette école, qui va vous dire deux mots d'accueil aussi. Bien, mesdames et messieurs, chers et chers participants, chers et chers collègues, au nom de la Haute École de Travail Social et de Santé de Lausanne, dont j'ai effectivement l'honneur d'être le directeur, je vous souhaite la bienvenue à cette biennale du groupe roman d'évaluation qui se déroule dans nos murs, et je suis particulièrement content de vous accueillir ici pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que la HETSL est bien évidemment un lieu de formation de futurs professionnels du social de la santé, mais aussi de professionnels expérimentés qui font des formations continues chez nous. Donc de quelque sorte, nous formons les actrices et les acteurs qui appliquent les politiques sociales dans les domaines qu'on vient de voir. Et nous essayons dans ces formations de leur donner des outils pour construire un regard réflexif sur leur propre action professionnelle, où de quelque sorte l'analyse de la pratique devient une pratique d'analyse un peu auto-évaluative, ce qui n'est pas toujours évident, parce qu'il faut évidemment dépasser le réflexe des professionnels selon lequel le champ du social est souvent difficile à évaluer parce qu'il se construit à travers une relation à l'autre, une relation d'aide, mais ne pas se poser la question de l'évaluation et de l'efficacité de l'action sociale, c'est aussi oublier que nous sommes dans un champ de service public qui joue un rôle important dans la redistribution des ressources sociales, et c'est oublier que parfois, impliquer dans l'évaluation aussi le regard de celles et ceux qui sont les destinataires de ces prestations permet de comprendre et de ne pas reproduire des inégalités sociales, permet aussi de comprendre si les prestations atteignent effectivement les publics visés, comme on a vu durant la pandémie avec les files d'attente pour l'aide alimentaire. Ce n'est malheureusement pas toujours le cas. Ensuite, je suis content de vous accueillir ici parce que ce regard réflexif, il est important qu'on l'applique aussi à notre propre institution, parce que la HETSL est aussi un lieu de recherche et un lieu de mandat d'évaluation. Si vous regardez le site de notre école, vous voyez le catalogue des évaluations en cours. Des équipes de la HETSL sont en train actuellement d'évaluer des politiques d'insertion, des politiques d'accompagnement des personnes âgées, des politiques d'intégration de réfugiés, des projets pilotes en aide sociale, des prestations Covid aussi fournies par des institutions privées. Et ces travaux mènent l'institution HETSL à se retrouver au centre d'un champ qui est, comme vous le savez mieux que moi, souvent traversé par des tensions entre, d'un côté, les professionnels qui ont leur propre expertise et qui veulent avoir un monopole d'expertise, souvent contre des expertises externes, où il y a aussi les donneurs d'ordre, qui évidemment souvent ont leurs propres objectifs, en partie de contrôle, en partie de limitation des coûts, et au milieu de tout ça, une institution comme la nôtre, qui a des exigences de rigueur scientifique, et où on essaye souvent, et c'est plus facile de dire que de le faire, d'intégrer justement le regard des publics visés, parce qu'on sait que la représentativité des publics est elle-même souvent un enjeu de lutte. Donc, un regard réflexif que nous essayons aussi d'appliquer à nous-mêmes, et finalement, et ça c'est un peu la troisième raison pour laquelle je me réjouis de vous accueillir ici, c'est que la HETSL veut aussi être un lieu de rencontre où ce regard réflexif se co-construit avec les différents acteurs de l'action sociale. Nous avons créé des multiples lieux d'échange ici à la HETSL autour de nos enseignements, autour de nos recherches. Nous venons de créer un conseil professionnel où plusieurs acteurs de l'action sociale nous confrontent aussi avec leur propre regard. Et nous allons inaugurer, vous l'avez peut-être vu dans la presse, en mai, l'Observatoire des précarités, qui veut aussi être un lieu d'échange et de confrontation et de co-construction, aussi d'un regard réflexif sur les politiques sociales de ce canton. Et je suis très content de voir parmi le public, d'ailleurs, beaucoup d'institutions qui participent à ces différents lieux ici à la HETSL et qui témoignent de l'intérêt que vous avez pour une école qui, comme sa signature le dit, s'engage au cœur de la société. Donc je remercie le Gréval d'avoir choisi ce lieu pour votre biennale. Je remercie surtout l'équipe d'organisation pour l'immense travail d'organisation qui a été fait et je vous souhaite un excellent colloque. Merci beaucoup pour cette introduction qui prend une grande partie des enjeux auxquels j'avais pensé. Donc c'est vraiment génial. Comment est-ce qu'on avance ? Je vais avancer. J'ai passé la parole à Stéphane Rieder, le président de la Société suisse d'évaluation, qui se trouve juste ici.
Voilà. Et on avait. C'est bon, je vais trouver comment passer les Si jamais slides. pour ceux qui sont au fond de la salle, si les micros sont pas assez hauts, vous n'hésitez pas à le dire. Et pour les présentateurs, n'hésitez pas à parler dans le micro. Ah, pas de souci. Ouais. Bonne chance. Bonjour, mesdames, messieurs. Je suis Stéphane Rieder. Je suis le président de la CEVAL depuis quelques années. Et je suis membre du comité depuis 10 années. Ça veut dire je participe depuis quelques années dans le domaine de l'évaluation et je travaille à Lucerne chez le bureau Interface qui est spécialisé dans ce domaine-là. Mais maintenant, je suis là comme président de la CEVAL. Merci beaucoup d'avoir la possibilité d'adresser trois petits points tout au début de cette biennale. Premier point, merci beaucoup. Merci beaucoup au comité d'organisation. Avant tous, Éric Monchon, il n'est pas président, mais il est président du comité de l'organisation. Cornelia m'a dit, c'est juste, si ce n'est pas juste, tu peux me corriger après. Non, merci beaucoup pour l'organisation de cet événement. Je ne suis pas spécialiste dans le domaine de l'action sociale, mais j'ai regardé un peu les thèmes et j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de thèmes méthodologiques qui sont très importants pour l'évaluation. Par exemple, comment on peut faire une enquête qui est adaptée dans ce domaine-là, parce qu'on a de temps en temps des groupes cibles très spéciaux. Dans mon pratique, on a fait beaucoup de réflexions. Comment est-ce qu'on peut faire des entretiens appropriés et vous adresse ce thème aujourd'hui. Et je trouve ça c'est un thème très intéressant. Merci beaucoup pour cette organisation, pour cette biennale. Deuxièmement, je veux dire quelques mots ce qui concerne les Gréval. Formellement, le Gréval est un groupe de travail de la CEVAL, mais dans la pratique, c'est beaucoup plus. Je veux dire, c'est les moteurs dans la promotion de l'évaluation dans la Romandie. Et je suis très heureuse d'avoir la Gréval dans notre société comme moteur dans la Romandie. Nous avons un lien très fort avec Cornelia Hensley, qui est membre de la comité, c'est elle le point de contact entre le Gréval et le CEVAL. Merci beaucoup pour ton travail et pour la dynamique que la Gréval a commencé à développer dans la Romandie. Le troisième point, c'est un peu un verbespot pour le CEVAL. Le CEVAL a en total 7 groupes de travail. Un groupe de travail, c'est les Gréval, mais il y en a d'autres groupes de travail, par exemple, dans le domaine de la recherche, dans le domaine des standards, dans l'évaluation. Nous avons aussi un groupe qui s'occupe de l'évaluation dans les autres écoles. Et je vous invite à participer dans ces groupes de travail thématiques qui vous permettent d'échanger entre vous, de discuter des thèmes thématiques, mais aussi des thèmes qui sont importants pour votre domaine. 2 services sont atteignables sur notre site internet. Un service est une banque de données. Si vous êtes en train de chercher un évaluateur spécialisé dans un certain domaine, vous pouvez regarder dans cette banque de données. Elle est ouverte pour tout le monde et c'est un outil, je pense, c'est très pratique. Deuxième chose, nous avons établi un service de conseil l'année dernière. C'est ouvert pour tous les membres du CEVAL. S'il y en a un problème ou si vous avez besoin d'un médiateur ou bien quelqu'un qui peut vous donner un coup de main ou bien une autre chose qui vous a besoin dans la pratique de l'évaluation, vous pouvez contacter Reinhard Zweidler ou bien aussi 2 membres de la Romandie qui sont membres de ce groupe de travail. Alors, je suis à la fin de mon tout petite introduction. Merci beaucoup encore une fois au comité
pour l'organisation de cette biennale et je vous souhaite un après-midi intéressant et stimulant. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette deuxième introduction. Je voulais dire juste 2-3 mots sur le Gréval. C'est un groupe qui s'est formé en 2015 avec le but de stimuler l'intérêt pour les démarches d'évaluation de politique publique et de projets en Suisse romande et de promouvoir une conception de l'évaluation qui soit pluraliste et ouverte sur la société civile. Ça, c'est la première chose sur qu'est-ce que c'était que le Gréval. Maintenant, évidemment, ça marche hyper bien. Hop. Je n'ai pas encore trouvé comment on passe les... Pourquoi ce thème? On s'est dit, ouais, ce thème, il est vraiment... ce thème est arrivé au départ, on voulait faire un congrès sur les théories du changement, sur des trucs assez techniques. Et finalement, on s'est dit que le domaine du travail social et de l'action sociale était un champ dans lequel, ça a déjà été dit par Alessandro Pellizzari avant, il y a pas mal de mécompréhension entre les évaluateurs et le champ lui-même, et que ça était intéressant d'essayer de rentrer un petit peu dans cette boîte à l'intérieur, de voir comment les choses se présentaient. Donc ces enjeux ont déjà été assez bien présentés, quelques 2-3 points de repère. L'évaluation, c'est souvent quelque chose qui est imposé dans plein de domaines. Et le discours qu'on aurait ici, c'est qu'il faut en profiter pour en faire quelque chose de positif. C'est une contrainte, mais ça peut être une contrainte et faire quelque chose qui serve. Qui serve à quoi? D'une part, à de la réflexivité, c'est-à-dire à se poser des questions sur ses pratiques professionnelles, et d'autre part, à la transformation, c'est-à-dire à améliorer la situation des bénéficiaires des politiques. L'autre chose, l'action sociale, il se trouve que c'est un objet qui fait souvent l'objet de suspicion, que ce soit les bénéficiaires qu'on suspecte de ne pas être assez actifs, ou que ce soit les professionnels qu'on suspecte aussi finalement de ne pas être assez actifs ou de ne pas être assez productifs. Et c'est évidemment, quand on plaque une évaluation imposée sur ce contexte-là, on ne peut que se trouver avec des tensions. Donc, on a essayé dans cette biennale de mettre un petit peu à plat une partie de ces choses-là. Une référence utile pour se dire ce que vous êtes en train de vivre, c'est une évaluation ou pas, c'est les standards de la Société suisse d'évaluation. Vous les avez vus à l'entrée, vous les avez vus à 2-3 endroits. C'est une petite brochure comme celle-ci, et franchement, c'est vraiment intéressant. Vous êtes en train de vivre quelque chose, vous vous dire, ah mais j'ai pas l'impression qu'ils respectent totalement les standards de la société d'évaluation dans cette évaluation, qui préconise notamment de donner de la place à toutes les parties prenantes dans le processus d'évaluation. Donc c'est un outil intéressant pour questionner les évaluations. Ces enjeux, dont on ne parlera pas plus, sont à garder en fil rouge tout au long de cette conférence. Quelques points pratiques pour y arriver à ce que je dois terminer. Vous avez sur votre badge des petits numéros. Vous regardez de près. Bon, j'ai pas mes lunettes. C'est des enjeux qu'il faut... non, c'est des pratiques, c'est un badge. C'est la répartition dans les ateliers. Donc ces chiffres, ça correspond à ça. Et vous voyez les salles à côté. Sur la porte, on a encore renoté les noms des participants. Les ateliers vont être donnés en 2 sessions. Une première session à 14h45, une deuxième à 15h55. Un autre point encore intéressant, on s'intéresse à votre avis et on pourra tout au long de la séance, vous pouvez commencer à remplir notre formulaire d'évaluation. On représentera plusieurs fois cette slide. Il y a un QR code que vous pouvez scanner et vous pouvez aussi vous rendre sur form.greval.ch. Comme ça, peut-être si vous suivez plusieurs ateliers de suite, et vous vous rappelez plus ce que vous avez suivi, si vous notez au fur et à mesure vos réponses, ça peut être un moyen de vous en sortir. Dernière chose pratique, le code Wi-Fi est ici ou là-bas, si jamais vous en avez besoin. Et je vais sans attendre céder la parole à Giuliano Bonoli pour sa conférence, je vais l'ouvrir, sur l'évaluation de l'action sociale et ses défis. Bonjour à tout le monde, bonjour et merci beaucoup aux organisateurs de cette journée de m'avoir invité. Ça me fait très plaisir d'être ici pour différentes raisons, mais peut-être une raison, c'est que c'est une des premières conférences que je donne en n'étant pas assis dans mon salon face à mon ordinateur. Et vous ne vous rendez pas compte de comment ça fait plaisir de voir de vrais visages devant soi quand on parle
de son travail. Donc un grand merci aux organisateurs et peut-être j'aimerais commencer par dire que en fait je ne suis pas un spécialiste de l'évaluation. J'ai passé ma vie professionnelle à étudier les politiques sociales et récemment je me suis occupé de politiques de réinsertion professionnelle. Et dans ce cadre-là, j'ai eu l'occasion de mener un petit nombre d'évaluations. Et donc, c'est pour ça que je me suis permis d'accepter l'invitation, malgré le fait que je ne suis pas un spécialiste de l'évaluation. Et ces évaluations de mesures de réinsertion professionnelle ou d'intervention dans le domaine de la réinsertion professionnelle, en fait, ce sont les seules évaluations desquelles je prétends pouvoir parler parce que je n'ai pas tellement de compétences au-delà de ça. Mais je pense que les enseignements obtenus dans ce contexte ont aussi une validité qui va au-delà du contexte spécifique de la réinsertion professionnelle. Autre élément important, c'est que, peut-être vous le savez, ceux qui ont plus de familiarité avec cette littérature, ce domaine, la réinsertion professionnelle, le domaine de l'évaluation de la réinsertion professionnelle est dominé par les économistes. D'habitude, les pouvoirs publics, quand il y a quelque chose qui a à voir avec l'assurance chômage, quelque chose qui a à voir avec des mesures de réinsertion professionnelle, se tournent vers des économistes parce que c'est les spécialistes du marché du travail qui peut-être connaissent pas tellement la littérature spécialisée en matière d'évaluation, mais ils ont développé des techniques, des méthodes assez poussées pour essayer d'identifier des relations de cause-effet, donc pour essayer d'identifier l'impact d'une intervention. Et moi, je m'inscris un peu dans cette vision-là de l'évaluation, qui est une vision partielle, mais je pense que ça vaut la peine pendant une demi-heure aussi de s'occuper de ça, parce que, en fait, moi, je suis à la base politologue, sociologue, et j'ai travaillé avec les économistes quand j'ai fait ces évaluations de mesures de réinsertion professionnelle. J'ai travaillé avec les économistes et je pense qu'il y a deux choses que ça vaut la peine de dire. Une, c'est que j'ai appris beaucoup parce que voilà, ils ont développé toute une méthodologie qui est assez puissante que je vais essayer de brièvement vous présenter. J'ai appris beaucoup, mais j'ai aussi mené un certain nombre de réflexions que je vais essayer de partager avec vous aujourd'hui. Voilà donc ce que j'ai prévu de faire. Il faut que je trouve aussi la touche pour avancer. Voilà, c'est fait. Donc, évaluation de l'action sociale. En réalité, je vais parler surtout d'évaluation, d'intervention de type insertion professionnelle, réinsertion professionnelle dans le marché du travail. La conception que j'ai de l'évaluation ici est celle d'un effort où l'objectif est celui d'identifier l'impact d'une intervention. Je mets en place une mesure de réinsertion professionnelle, j'ai des participantes, des participants. Je veux savoir si cette mesure fait une différence par rapport notamment à leur chance de retrouver un job par la suite. Et si vous regardez la littérature en sciences économiques, en tout cas sur tout ça, il n'y a pas beaucoup de doutes par rapport à comment il faut faire ça. Il faut en fait utiliser cette méthode de l'étude randomisée, en anglais Randomized Control Trial, en français essai contrôlé randomisé, mais personne n'utilise ce terme en français, j'ai l'impression, donc je parle plutôt d'étude randomisée, mais je veux dire ça. Et voilà, il n'y a aucun doute par rapport au fait que c'est ça ce qu'il faut faire. C'est une méthode qui est inspirée de la science médicale, de la science pharmaceutique. Donc, on va randomiser une population de bénéficiaires potentiels d'une mesure en deux groupes, un groupe traitement et un groupe contrôle. Donc, même quand on parle de réinsertion professionnelle, on utilise le langage des sciences médicales, des sciences pharmaceutiques. Et puis, on va voir qu'est-ce qui se passe. Donc, on va suivre les deux groupes et on va regarder si ceux qui ont été exposés à la mesure, si ceux qui ont bénéficié de la mesure, 6 mois après, un an après, 2 ans après, ont trouvé un job plus fréquemment que les autres. Finalement, c'est assez simple. Ça s'inspire de ce que fait l'industrie pharmaceutique quand elle teste l'efficacité de médicaments. Alors, ce n'est pas tout à fait équivalent parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans les sciences sociales, notamment ce concept de double aveugle qui est très important dans les études pharmaceutiques. Ça veut dire que le patient ne sait pas s'il est en train de prendre du placebo ou un médicament et celui qui prescrit ne sait pas non plus ce qu'il est en train de prescrire. Ça, on ne peut pas avoir. On n'a pas le double aveugle ici. Mais on essaie de la mesure du possible de se rapprocher de ça. Et donc, moi, je pense que c'est une méthode très puissante. Donc, je vais, dans la première partie de mon exposé, en parler avec grand enthousiasme. Mais je pense que c'est aussi une méthode qui a des limites. Et donc, dans la deuxième partie de l'exposé, je vais mettre quelques bémols et dans la tentative de développer un point de vue équilibré sur ça. Donc, je ne pense pas qu'il faille être contre ou pour ce type de méthode, mais je pense que c'est pas mal d'avoir un point de vue équilibré lorsque cette méthode est adaptée. Pourquoi pas l'utiliser, mais lorsqu'elle n'est pas adaptée,
il ne faut pas l'utiliser. Et je vais aussi parler de quelques risques que je vois en fréquentant une communauté qui est peut-être autre que celle-ci, de personnes qui sont engagées dans l'évaluation de ce type d'analyse. Mais le risque, c'est d'en faire un peu une religion, donc d'arriver, de défendre l'opinion que si on ne peut pas tester avec une étude randomisée, on ne peut rien dire. Ça, c'est une opinion qui existe et qui est dangereuse parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles on ne peut rien dire si on suit ce raisonnement-là, mais qui n'est pas difficile à défendre quelque part, parce que quelque part la méthode scientifique est du côté de cette opinion. Donc je pense qu'il ne faut pas en faire une religion, aussi parce qu'il y a le problème du parachute. Alors je parie que personne ne sait ce que c'est le problème du parachute, mais vous allez le savoir avant la fin de cet exposé. Bien. Donc, je vous propose d'avancer. Donc, les études randomisées, comme je disais tout à l'heure, c'est considéré comme la méthode la plus fiable, selon certains la seule méthode fiable. Typiquement, ce que vous allez faire, vous avez une intervention sociale. Moi, je parlais de réinsertion professionnelle, mais théoriquement, on peut le faire pour toute intervention sociale, où vous avez un groupe de bénéficiaires que vous allez partager en deux de manière aléatoire. Ça, c'est essentiel, parce qu'en fait, la validité de l'étude dépend beaucoup de l'attribution aléatoire au groupe traitement ou au groupe contrôle. Et si vous avez un nombre suffisant d'observations de participants, la loi des grands nombres va faire en sorte que les deux groupes vont être équivalents, voire identiques par rapport à des caractéristiques mesurables que vous pouvez aller regarder, mais aussi par rapport à des caractéristiques non mesurables. Alors, comment on peut le savoir? C'est la loi des grands nombres qui fait que si vous lancez une pièce de monnaie une ou deux fois, impossible de savoir ce qui va sortir. Mais si vous la lancez 1000 fois, vous savez qu'à peu près 50% des fois, ça va être pile et 50% des fois, ça va être face. Donc, dans une étude de réinsertion professionnelle, par exemple, il y a une caractéristique non mesurable qui est très importante, mais qui est vraiment très difficile, peut-être impossible à mesurer, c'est la motivation à retrouver un emploi. Donc, évidemment, cette motivation va varier en fonction des personnes. Et puis moi, si je veux faire une comparaison, c'est important qu'elle soit la même dans les deux groupes en moyenne, parce que si j'ai un groupe de motivés, c'est pour ça qu'ils vont trouver, c'est pas parce qu'il y a une mesure qui les aide. Et on fait l'hypothèse, mais qui peut être crédible si les conditions d'utilisation de cette méthode sont remplies, on fait l'hypothèse que ces deux groupes seront identiques ou équivalents aussi par rapport à des caractéristiques non mesurables comme la motivation. Peut-être vous posez la question du nombre minimal d'observations. Alors, tout dépend de l'effet escompté, quelque part. C'est de la statistique, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais l'idée, c'est que si vous avez un remède miracle qui va placer tout le monde, qui va guérir tout le monde, vous n'avez pas besoin de beaucoup de patients, vous n'avez pas besoin de beaucoup de bénéficiaires pour arriver à la conclusion qu'il marche. Le problème, c'est que dans le domaine du social, ça n'existe pas, à ma connaissance, en tout cas, le remède miracle. Donc, dans le domaine du social, dans le domaine que moi je connais, la réinsertion professionnelle, typiquement, on peut espérer, quand ça marche bien, un effet de 10,2%. Ça veut dire que si vous avez une population de demandeurs d'emploi, par exemple, et seulement la moitié reçoit la mesure, à la fin de la période d'observation, ceux qui ont été en mesure auront un taux d'emploi de 10,2% supérieur aux autres. Donc, par exemple, je ne sais pas, 40% seront en emploi dans le groupe contrôle et 50% dans le groupe qui a suivi la mesure. Donc, on est loin de la situation dans laquelle j'ai le remède miracle où je guéris tout le monde, où je trouve un emploi pour tout le monde. Et donc, pour voir des effets plus petits, comme celui que je viens de décrire, qui est un effet plausible pour une mesure de réinsertion professionnelle, j'ai besoin de groupes plus grands. Donc là, je vous ai mis sur la base d'un calcul statistique la taille qui est typiquement nécessaire pour un effet de 10,2% entre 400 et 500 personnes fois 2, donc dans chacun des deux groupes. Et après, si les conditions d'utilisation sont respectées, donc surtout cette attribution aléatoire, les résultats sont très fiables. C'est assez intuitif de pourquoi ils sont très fiables. La loi des grands nombres fait que j'ai deux groupes qui sont identiques, je les observe dans le temps, et si je constate une différence, je vais tirer la conclusion, je peux tirer la conclusion convaincante que cette différence est due à mon intervention. Donc, ça, c'est le design Randomized Control Trial. Quels sont les défis par rapport à l'évaluation de manière plus générale, que ce design arrive plus ou moins à résoudre ou pas? Ça, je pense qu'on laisse ouvert pour l'instant, en tout cas, identifier les effets des interventions. Ça, évidemment, on veut le savoir. Donc, toute la discussion que je fais, je suis conscient que ce n'est pas la seule raison pour faire de l'évaluation. Et on peut faire de l'évaluation pour beaucoup d'autres raisons que pour identifier
un impact, mais je me concentre sur cet élément-là. Donc ça, en principe, la méthode, elle est bonne. Identifier les raisons des effets. On peut aussi vouloir savoir pourquoi un effet que j'observe a lieu. Ça peut être très important si, par exemple, je suis en train d'évaluer un projet pilote et j'ai l'intention ensuite de le généraliser. Est-ce que je généralise l'ensemble de ce qui a été fait dans le projet pilote? Je généralise seulement une partie parce qu'il n'y a pas tout qui était utile et tout ça. Intégrer des aspects non ou difficilement mesurables, la question de la motivation, par exemple, peut-être que mon intervention de réinsertion professionnelle a peu d'impact sur la prise d'emploi, mais ça a un impact sur la motivation. Et peut-être que cet impact sur la motivation est quand même bénéfique parce que ça change les perspectives de vie des personnes. Mais comment mesurer la motivation? Bon, il y a des échelles de valeur, mais je pense que personne pense qu'on peut sérieusement mesurer la motivation avec des échelles de valeur. La validité externe des évaluations des projets pilotes. Donc, je vais vous présenter dans un moment 2 exemples d'évaluations qu'on a menées dans le canton Vaud. Et une de ces 2, c'est un projet pilote qui avait vocation à être étendu à l'ensemble du canton en cas de résultats positifs. Mais en fait, quand on fait un projet pilote, on peut arriver à des conclusions même assez solides par rapport à ce projet particulier, mais on est très faible pour dire si vous refaites ça, même exactement de la même manière, mais dans une autre échelle, on va trouver exactement les vrais résultats. On ne peut pas le dire, en fait. Peut-être une raison du pourquoi on ne peut pas le dire, c'est quand vous faites un projet pilote et vous l'évaluez, les personnes qui sont en charge de la mise en œuvre de ce projet pilote, ils savent qu'ils sont observés. On n'a pas le double aveugle dans ce domaine-là. Donc, ces personnes savent qu'elles sont observées. Ils ont envie de bien faire, évidemment. Ils savent qu'ils sont observés. Tout le monde, quand on sait qu'on est observé, on a envie de bien faire. Et donc, ils seront probablement plus motivés que si le programme, l'intervention devient une routine que tout le monde fait tous les jours, du lundi au vendredi. Donc, des problèmes de validité externe par rapport à ce qu'on observe dans des projets pilotes. Et puis, respecter des principes et des objectifs de la politique publique aussi. Ça, c'est un autre défi parce que, alors moi, je ne suis pas scientifique, je peux vous faire un research design parfait qui va aboutir à une réponse très solide, très robuste à la question est-ce que l'intervention est efficace ou pas, mais je vais peut-être exclure des personnes, priver des personnes de leur droit constitutionnel à être aidées dans une situation de détresse, et ça ne va pas non plus. Alors moi, j'aime bien faire les évaluations, mais d'ailleurs, j'étais en train de discuter avec un canton, pas plus tard que lundi matin, je crois, d'une évaluation qu'on va mettre en place, et puis je dis très clairement, il ne faut pas renoncer à faire quelque chose que vous pensez être bien pour vos bénéficiaires parce que ça va avoir un impact sur l'évaluation. Je pense que c'est... Alors, je ne sais pas si tout le monde est d'accord avec ça. Peut-être c'est parce que moi, je viens de la politique sociale et pas de l'évaluation. Mais je ne dirais jamais, en canton, il ne faut pas faire quelque chose que vous pensez être bien parce que sinon, je ne peux pas faire mon évaluation comme il faut. Je serais, venant de la politique sociale, je serais pour mettre une priorité sur les intérêts des bénéficiaires. Après aussi de l'évaluation, hein, mais avec une hiérarchie en tout cas. Voilà donc les défis auxquels je dirais, mais tout ça est pour discussion, hein, mais je dirais l'évaluation doit être capable de répondre quand on évalue des interventions sociales. Les économistes ont aussi développé d'autres méthodes que l'étude randomisée qui essayent de ne pas intervenir dans la mise en œuvre d'une politique sociale ou de l'emploi, par exemple. Mais je ne vais pas trop en parler pour des raisons de temps, mais je peux volontiers dire quelque chose après dans la discussion. Par exemple, juste le deuxième, la régression de discontinuité, qu'est-ce que c'est? La méthode exploite le fait que parfois, vous avez une mesure qui est disponible seulement à partir d'un certain âge, par exemple, à partir d'une certaine date. Donc, supposons que ce soit une mesure pour les chômeurs de 50 et plus, et vous avez des personnes qui ont 49 ans et puis ils ne peuvent pas bénéficier. Et des personnes qui ont 51 ou 50 peuvent bénéficier. Et puis, on va comparer pas tous les plus jeunes et plus âgés, mais on va comparer seulement ceux qui ont, disons, 49 ans et 6 mois ou plus, et ceux qui ont 50 ans, entre 50 ans et 50 ans et 6 mois. Vous voyez donc 2 groupes qui sont très proches en tout et pour tout, mais qui se distinguent parce que l'un a accès à la mesure et l'autre il n'a pas accès à la mesure. Et là, on fait l'hypothèse qu'on peut quand même voir une relation de cause-effet parce que ces 2 groupes vont être identiques. Et cette différence de 6 mois, de quelques mois d'âge à cet âge-là ne devrait pas avoir un impact. Mais évidemment, il y a ce postulat de base qu'il peut être respecté ou pas, difficile à tester. Donc les méthodes alternatives existent.
Alors maintenant, j'aimerais vous parler de deux exemples de recherches qu'on a fait, d'évaluations qu'on a fait dans le canton de Vaud, qui appliquent cette méthode de l'étude randomisée. La première, c'était une étude qu'on a proposée, nous, chercheurs, avec quelques collègues à l'Université de Lausanne, donc Raphaël Alive et Daniel Hoesch, et on l'a proposée au service de l'emploi du canton de Vaud. Et la proposition était inspirée par des analyses, des recherches sur le rôle des réseaux dans l'accès à l'emploi. Alors, réseaux sociaux, mais pas les réseaux sociaux d'aujourd'hui, donc pas Twitter et compagnie, mais les réseaux sociaux au sens classique du terme, donc qui on connaît, nos réseaux personnels. Et les études sur les réseaux montrent que beaucoup de monde en Suisse, et pas seulement en Suisse d'ailleurs, trouve son emploi grâce à des contacts informels. Donc la plupart des gens qui travaillent en Suisse, si vous leur posez la question comment avez-vous eu la toute première information par rapport à votre job actuel, vont vous dire quelque chose du style c'est mon beau-frère qui m'a dit, c'est mon copain qui m'a dit. Et ils ne vont pas vous dire j'ai vu ça dans la presse, j'ai vu ça sur Internet. Et on s'est dit peut-être que, nous on était surpris quand on a vu des statistiques par rapport à ça, on s'est dit peut-être que les chômeurs ne sont pas tous au courant de l'importance de ça, et donc peut-être qu'il suffit de les sensibiliser à l'importance du réseau pour qu'ensuite ils investissent davantage dans le réseautage. En parlant avec des conseillers ERP par exemple, qui sont conscients de l'importance du réseautage, nous disaient oui, mais parfois c'est difficile parce que voilà, quand on est au chômage, on a plutôt tendance à s'enfermer dans soi-même. C'est pas facile d'aller vers les autres, demander de l'aide quand on est dans une situation de ce type-là. Et donc on s'est dit peut-être que en sensibilisant une population de demandeurs d'emploi, on peut obtenir un résultat dans le sens qu'ils vont davantage s'engager au niveau de leur réseau informel et donc trouver davantage d'emplois. Donc, avec le SDE, le service de l'emploi du canton de Vaud, on s'est mis d'accord et on a préparé une mesure de sensibilisation qui comportait 6 diapositives et qui était présentée dans une SICORP sur dos. Alors, SICORP, je ne sais pas si les gens savent ce que c'est. C'est quand quelqu'un s'inscrit au chômage dans le canton de Vaud, c'est du vaudois, c'est même pas du français, c'est du vaudois, SICORP. Quand quelqu'un s'inscrit dans un ERP pour toucher le chômage dans le canton de Vaud, il est obligé de suivre une séance d'information où sont présentés droits et devoirs du chômeur. Et on a ajouté ces 6 diapositives, mais pas pour tout le monde. Donc on a randomisé l'exposition à cette mesure de sensibilisation. Et grosso modo, il y avait la moitié des SICORP où il y avait ces 6 diapositives et l'autre moitié, il n'y en avait pas. On a fait une formation pour les conseillers personnels pour leur donner des conseils par rapport à comment présenter ces diapositives, comment faire en sorte que ce soit à peu près semblable, la présentation des diapositives dans les différentes ORP du canton. Et voilà, on a fait cette étude. Et ça, c'est les 6 diapositives. Alors, je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais si jamais vous avez accès aux diapositives, vous pouvez voir. L'idée, c'était vraiment de leur dire, regardez, il y a beaucoup de monde qui trouve grâce au réseau, et puis quelques astuces par rapport à comment faire du réseautage de manière pas trop utilitariste. Donc, on dit que quand on est au chômage, il faut éviter d'aller vers quelqu'un et tout de suite aborder la question, mais plutôt essayer de trouver des voies un peu plus tordues pour arriver à la question du est-ce que tu peux m'aider à trouver un job. Et donc, on a randomisé les deux groupes, et ça, c'est un des plus beaux tableaux que j'ai jamais vu dans ma vie de chercheur. Qu'est-ce que c'est? C'est le résultat de la randomisation. Donc, avant de regarder les résultats, on a regardé ce que les deux groupes qu'on a identifiés de cette manière, est-ce qu'ils sont vraiment identiques comme la théorie le dit? Parce que entre la théorie et la pratique, il peut y avoir beaucoup de choses qui se passent et le résultat est différent. Et là, ce que vous voyez, bon, déjà, il y a beaucoup de monde. Vous voyez, on avait 2296 d'un côté, 2288 de l'autre. Donc, ça, c'est vraiment des grands échantillons. Ce qui est bien parce que ça nous permet de voir même des effets assez petits. Et vous vous souvenez ce que je disais tout à l'heure, si vous avez le remède miracle, il vous suffit peut-être 20 personnes, mais si vous n'avez pas le remède miracle, là on n'a pas de remède miracle, vous en voulez plus. Et puis vous pouvez comparer ces deux groupes par rapport à des caractéristiques mesurables, évidemment les non mesurables par définition, je ne les ai pas, mais peut-être vous pouvez voir que, voilà, par exemple, le pourcentage de femmes, il est très semblable, il y a des petites différences. C'est le hasard qui fait ces petites différences, mais aucune de ces différences n'est statistiquement significative. Donc, c'est le hasard qui fait ces différences. Mais moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est que sur des choses plutôt disons, faciles à voir, comme voilà, le genre, l'âge et tout ça, facile à mesurer, vous trouvez un bon équilibre. Mais par rapport à la dernière question que vous voyez ici, a trouvé son job précédent grâce à un contact, c'était une des questions qu'on posait à cette population de chômeurs qu'on a étudiée.
Vous voyez que là non plus, il n'y a pas de différence. Et si vous imaginez que c'est une question, on peut l'interpréter de 1000 manières différentes, qu'est-ce que c'est qu'un contact et tout ça, donc c'est beaucoup plus soft, ça se rapproche beaucoup plus de quelque chose comme la motivation, que je disais c'est impossible de mesurer, ça aussi c'est presque impossible de mesurer, mais les réponses sont exactement les mêmes. Donc ça nous encourage dans le fait de croire au postulat que les deux groupes sont équivalents ou identiques. Je ne sais pas, peut-être si on peut utiliser le terme identique, mais ils sont identiques par rapport à une série de caractéristiques qui sont importantes. Donc ça, c'était le début de l'étude, et maintenant je vous montre les résultats. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a partagé la population en deux, avec la ligne bleue, c'était ceux qui ont suivi la mesure de sensibilisation, et la ligne rouge, ce sont ceux qui n'ont pas suivi la mesure de sensibilisation. Et puis ce graphique, il faut le lire de la manière suivante, vous avez le temps sur l'axe horizontal en jours, depuis l'exposition ou la participation à la SICORP, à la séance d'information, qui est au temps T0. Et vous voyez qu'au temps T0, il y a sur l'axe vertical la valeur de 1 ou de 100. C'est un pourcentage exprimé par rapport à 1, mais vous pouvez penser à 100%. Ça veut dire que 100% des personnes participantes à l'étude sont au chômage. Au tout début, évidemment, tout le monde est au chômage, sinon ils ne seraient pas rentrés dans l'étude. Et puis, au fur et à mesure que le temps passe, vous voyez que les courbes baissent. La baisse des courbes correspond aux sorties de l'assurance chômage pour une prise d'emploi. Et qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à l'efficacité de ma mesure? Voilà. Je pense que tout le monde, ceux qui ont rigolé en tout cas, ils ont compris. Et évidemment, on n'était pas content qu'on ait eu ça. Mais quelque part, oui, parce que c'est quelque chose de très solide comme résultat. On ne peut pas vraiment dire oui, mais face à ça. Même si on a quand même essayé de dire oui, mais je trouve que ça a un avantage, ça, en termes de fournir des résultats qui sont crédibles, vraiment. Enfin, c'est difficile de dire oui, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Nous, on a dit oui, mais, et on a essayé de voir si pour ces sous-populations, il y avait un impact. Moi, par exemple, parce qu'avant tout ça, on a fait des interviews, on a parlé avec des gens de terrain et tout ça, et j'avais l'hypothèse, peut-être c'est plus efficace pour les hommes, parce que les hommes, ils ont plus de peine à admettre qu'ils sont au chômage. Alors, on a fait une analyse séparée. On m'avait dit ça, on m'avait dit les hommes souvent ils se retrouvent au chômage, puis ils le disent même pas à leur partenaire parfois, tellement il y a des hommes qui feraient semblant d'être toujours... Bon. Alors on a fait l'analyse séparée entre hommes et femmes, et qu'est-ce qu'on trouve? Qu'il y a peut-être, moi j'y crois pas, mais il y a peut-être un léger effet, mais pour les femmes. Ça c'est pour les femmes seulement. Donc aussi là le contraire de ce qu'on avait imaginé. Alors peut-être on peut faire des hypothèses, mais vous voyez, c'est une courbe, la différence des courbes est significative à 10%, donc ça veut dire qu'en faisant 10 analyses comme ça, j'en trouve une où il y a ça, mais c'est du hasard. Donc je ne pense pas qu'il faille essayer d'interpréter ça. Donc voilà, premier exemple d'une mesure qui n'a pas eu d'impact, mais l'évaluation randomisée nous a donné des résultats très solides, à mon avis. Deuxième exemple, c'est une évaluation qu'on a menée un peu plus récemment, toujours dans le canton de Vaud, plus précisément en ville de Lausanne. Donc là, peut-être quelqu'un connaît ici cette expérience qui a été menée en ville de Lausanne. L'idée, c'était de s'occuper de la prise en charge orientée emploi, donc la réinsertion professionnelle des bénéficiaires de l'aide sociale. Dans le canton de Vaud, on appelle ça le RI, le revenu d'insertion. Donc la prise en charge vouée à l'insertion professionnelle de ces personnes, et qui était toujours un peu problématique parce qu'on ne savait pas trop qui était responsable, est-ce que c'est les ORP, est-ce que c'est les services sociaux. Et là, c'était Pierre-Yves Maillard qui avait décidé, on résout la chose une fois pour toutes, on les met ensemble, on les fait travailler ensemble. Donc, on a créé une unité commune avec du staff du centre social, des assistants sociaux, et des conseillers URP qui étaient forcés, entre guillemets, parce qu'après, il y avait beaucoup de volontaires, mais qui devaient travailler ensemble. Et il y avait plusieurs choses qui changeaient. Donc, il y avait cette réunion des deux corps de métier. Il y avait aussi un taux d'encadrement qui était beaucoup plus favorable que ce qui se passe dans l'ORP traditionnel. Grosso modo, chaque conseiller ORP devait suivre la moitié des bénéficiaires, 1 à 65 plutôt que 1 à 130. Ensuite, il y avait aussi le fait que les conseillers ORP dans cette unité ne suivaient que des demandeurs d'emploi qui étaient à l'aide sociale. Ils n'avaient pas un mix de public comme ça se passe dans les ORP normaux. Et ensuite, deux autres éléments, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais le point ici, c'est qu'entre les deux groupes, entre les deux traitements, quelque part, il y avait plusieurs différences.
Et on a fait la même chose, donc on a essayé de randomiser. Là, vous avez la randomisation, ça n'a pas marché aussi bien que dans le premier cas, c'est-à-dire qu'il y a quelques différences, comme vous pouvez voir sur cette diapositive, mais elles ne sont pas énormes. Disons, en général, elles sont significatives au seuil de 10%. Et il y en a une qui est significative au seuil de 5%. Et ce seuil de 5%, ça veut dire que si je fais 20 analyses comme ça, je vais trouver une fois une analyse qui paraît significative, mais qui est due au hasard quand même. Donc, on n'était pas trop préoccupé, mais on a quand même adopté quelques correctifs pour être sûr que les résultats étaient crédibles. Puis on a fait le même travail que vous avez vu tout à l'heure. Donc, on a regardé dans le temps, une fois que les gens étaient adressés à cette unité commune, qu'est-ce qui se passait par rapport au groupe de contrôle. Ici, vous voyez les dossiers de l'aide sociale. Donc, quand quelqu'un demande l'aide sociale, demande le RI, on ouvre un dossier. Et quand la personne trouve un travail ou trouve une autre source de revenus, on ferme le dossier. Ici, vous voyez l'évolution du nombre de dossiers au fil des mois. Donc, c'est le même graphique que tout à l'heure, on le lit de la même manière. Au début, vous avez 100% qui est à l'aide sociale. Et puis, au fur et à mesure que le temps passe, vous en avez qui quittent l'aide sociale. Et on voit qu'il y a une différence entre les deux courbes en faveur du groupe traitement. Donc, ce qui était l'unité, il y a eu plus de fermeture de dossiers, pas tout de suite, ce qui est compatible avec une hypothèse d'un impact qui n'est pas immédiat. C'est un peu logique qu'il n'y ait pas un impact immédiat parce que les gens de l'unité se retrouvent avec de nouveaux dossiers à gérer, avec de nouveaux problèmes à résoudre. Et la différence commence à se voir après 7-8 mois, mais elle est minime et puis elle s'agrandit au fil des mois. On a aussi regardé ce qui se passait sur le marché du travail parce que là, c'est des fermetures de dossiers, mais on ne sait pas pour quelle raison on a fermé le dossier. Donc, on a regardé juste les prises d'emploi. On trouve quelque chose qui est très semblable à l'autre. Donc là, avec deux bases de données différentes. Ici, on travaille avec la base de données de l'assurance chômage. Le graphique précédent était basé sur la base de données du RI vaudois. Donc, deux bases complètement différentes. On trouve des résultats qui sont très, très compatibles, très semblables. Là aussi, vous voyez qu'il n'y a presque pas de différence pendant les 6-7 premiers mois. Et puis, les deux courbes commencent à se distinguer à partir du 8e, 9e, et la différence augmente. À la fin, il y a 9,2% de différence entre les deux courbes. Donc, un résultat qui est aussi plausible. Et donc, on a conclu qu'il y avait un impact positif sur la réinsertion professionnelle et sur la sortie de l'aide sociale de cette mesure. On a même pu calculer on a essayé aussi de regarder un peu le pourquoi. Voilà. Le pourquoi, ça c'était plus difficile parce que comme j'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs choses qui changeaient dans les deux prises en charge. Donc nous, on a pu dire qu'il y a cette différence, mais pourquoi? On ne savait pas trop. On a essayé de regarder d'autres éléments. On a trouvé par exemple qu'il y a une différence importante entre par rapport aux bénéficiaires qui ont été placés par l'ORP. Donc dans les motifs d'annulation de la base de données de l'assurance chômage, il peut y avoir différentes motifs d'annulation. Donc, annulation, ça veut dire quelqu'un qui sort de l'assurance chômage. Il y a différents motifs d'annulation. Et vous voyez, placé par l'ORP, c'était plus souvent le cas dans l'unité, quelque chose qui était confirmé aussi par les bénéficiaires. On a aussi fait une enquête auprès des bénéficiaires et ceux qui étaient à l'unité étaient plus nombreux à dire « j'ai été placé par l'ORP ». Donc, voilà, on n'a pas vraiment été capable de dire pourquoi est-ce qu'il y a cet effet. Et après, c'est les politiciens qui ont décidé un peu de pourquoi il y avait eu l'effet sur la base des éléments qu'on leur a mis à disposition et qui ont décidé d'élargir ensuite cette prise en charge à l'ensemble du canton. Et on a fait aussi une analyse coût-bénéfice et on a trouvé, et ce qui est possible avec un design de ce type-là, parce que voilà, on peut savoir combien a coûté pendant les 2 ans de la période d'observation une personne qui était prise en charge dans l'unité qui coûtait un peu plus cher parce qu'il y avait plus de staff. Et voilà, on a trouvé que sur 2 ans, à peu près pour chaque franc dépensé par le canton en plus pour faire tourner cette unité commune par rapport à une prise en charge ordinaire, l'État a récupéré 99 centimes en moindre dépense d'aide sociale pour le RI. Donc grosso modo, on pourrait dire une opération à coût nul pour l'État de Vaud. Donc ça, c'est toutes des choses qui je pense que nous confortent dans la défense de cette méthode. On voit des choses intéressantes, on voit des choses dont on peut être assez sûr. Alors, soit que ça ne marche pas, soit que ça marche. Le fait que quand ça marche, peut-être on est plus prudent parce qu'il y a des conséquences si on conclut que quelque chose marche. Mais là, c'est vrai qu'on avait plusieurs analyses, plusieurs bases de données aussi. Ça, je pense, je n'ai pas prévu de thématiser ça, mais c'est peut-être quelque chose d'important pour l'évaluation. On avait 3 bases de données indépendantes, RI vaudois, assurance chômage et enquête auprès des bénéficiaires,
qui disait à peu près la même chose, en tout cas, qui racontait 3 histoires compatibles. Donc là, on commence à y croire, je pense, à l'histoire, quand vous avez tout ça ensemble. Donc voilà, je pense que si maintenant j'essaie un peu d'évaluer cette méthode Randomized Control Trial sur la base de mes expériences et de mes réflexions, je pense que les forces, c'est clairement cette capacité à identifier des effets de manière fiable, même la possibilité d'estimer un rapport coût-bénéfice, mais il y a quand même des points plus critiques et que j'avais déjà évoqué tout à l'heure, mais que je trouve qu'on peut confirmer par ces 2 exemples. Donc, identifier les raisons des effets. Dans les 2 cas que je vous présentais, je ne sais pas pourquoi la première mesure n'a pas marché. Peut-être parce que l'intervention n'était pas assez, ce qu'on a pensé, ce n'était pas assez étoffé quelque part. Ça passait un peu, il a été oublié par les participants, ou peut-être parce que le réseau finalement n'est pas si important, peut-être parce que les participants étaient déjà au courant de l'importance du réseau. Finalement, on n'a pas appris grand-chose par rapport au pourquoi elle n'a pas marché. Et le deuxième exemple que je vous ai présenté, là non plus, il y a plusieurs choses qui changeaient. Alors, quelqu'un pourrait dire, oui, mais parce que le design n'était pas bon. Il aurait fallu faire non pas un groupe contrôle, un groupe traitement, mais un groupe contrôle et, je ne sais pas, 5 groupes traitement où on changeait une seule chose à la fois. Mais là, je pense qu'on rentre vraiment dans une logique où on donne la priorité à l'évaluation par rapport à l'intervention que je ne serais pas prêt à suivre. C'est ce que je vous disais au tout début, que je pense que quand même, il faut essayer de faire de bonnes politiques publiques. Il faut les évaluer, mais il ne faut pas faire de politiques publiques évaluables sans regarder s'ils sont bonnes ou pas. Et puis la question de la validité externe des projets pilotes. Alors, par exemple, le projet pilote en ville de Lausanne, on avait aussi fait des entretiens qualitatifs. On a parlé avec les conseillers impersonnels et les assistants sociaux en charge de la mise en œuvre de ça. Et c'était quelque chose d'assez exceptionnel. Donc, c'était vraiment une expérience, ils vivaient une expérience décrite comme géniale de travailler ensemble. On a peu de bénéficiaires, c'est magnifique, on adore notre boulot, blablabla. Donc, une motivation que je pense pas, on retrouve facilement dans des services sociaux et dans des ORP de manière usuelle. Donc, c'est possible qu'il y ait eu un effet d'entraînement dû au fait qu'ils étaient conscients d'être un peu des pionniers, qui testaient quelque chose de nouveau, qui a peut-être motivé les gens à travailler avec plus de motivation et d'efficacité aussi. Donc voilà le problème de la validité externe. Maintenant, j'ai dit que je parlais de je mettais quelques bémols, que ce que je suis en train de faire de ça, mais que je parlais aussi de quelques risques. Et le risque, peut-être la meilleure manière de l'illustrer, c'est justement le problème du parachute. Alors cette image est prise d'un article paru dans le British Medical Journal. Je ne sais pas si vous le connaissez, moi je ne le connais pas particulièrement, mais c'est très prestigieux, le British Medical Journal. On en a entendu parler notamment en relation avec la pandémie, et puis des collègues, ils ont publié un article où ils rendent attentif le lecteur au fait que finalement, le parachute, tout le monde pense que c'est utile, le parachute, quand on tombe d'un avion par exemple, mais ça n'a jamais été testé par une étude randomisée. Donc en réalité, on ne peut pas dire que le parachute est efficace. Je vous ai fait une capture d'écran parce que c'est vrai ce que je viens de dire. Il y a un article dans le British Medical Journal qui dit ça. Et alors pourquoi est-ce qu'il dit ça? Évidemment, c'est provocateur. Hein? C'est une provocation contre les adeptes de manière religieuse, je dirais, aux études randomisées. Et si vous lisez, vous n'arrivez peut-être pas à lire les conclusions, mais je vous dis, l'élément clé, c'est qu'ils disent, voilà, ils font semblant d'y croire, non, évidemment, à ce qu'ils racontent. Ils disent, ça n'a jamais été testé, ce serait le temps de le faire maintenant. Et on propose qu'on fasse une étude randomisée avec crossover, donc ceux qui se sont sauvés la première fois vont mourir la deuxième, et qu'on recrute les participantes et les participants parmi les most radical protagonists of evidence-based medicine. Donc c'est quelque chose de provocateur. Et puis, est-ce qu'on s'arrête au sourire ou on essaie d'en faire quelque chose de ça? Moi, je pense qu'on peut quand même faire quelque chose. Et peut-être on peut penser, alors dans notre domaine, ce n'est pas tellement le parachute qui nous intéresse, mais, je ne sais pas, l'école obligatoire. Est-ce que quelqu'un connaît une étude randomisée qui montre que l'école obligatoire sert à apprendre à nos enfants à lire, à écrire, à faire des calculs? Moi, je ne connais pas. L'AVS, est-ce que l'AVS permet vraiment de réduire la pauvreté chez les personnes âgées? Est-ce que quelqu'un connaît une étude randomisée? Non, je ne pense pas. Et tout ça pour dire que, voilà, je pense qu'il faut quand même garder un certain sens critique par rapport à tout ça, et que cette idée que si quelque chose n'a pas été testé,
on ne peut rien dire, ce n'est pas une bonne idée, ce n'est pas une bonne position, à mon avis. On peut quand même dire des choses. Après, il faut être conscient de la validité de ce qu'on dit. Mais par exemple, ce que je disais par rapport à l'école obligatoire, ce que je disais par rapport à l'AVS de manière encore provocatoire, mais on peut parler de quelque chose d'un peu moins provocatoire, d'un peu plus, comment dirais-je, proche de vraies préoccupations qu'on pourrait avoir. Je ne sais pas, une intervention comme le programme Forjade dans le canton de Vaud qui vise à permettre à des jeunes qui se retrouvent à l'aide sociale d'obtenir un apprentissage, de faire un apprentissage. Alors ça n'a pas été testé non plus par une étude randomisée, ce serait très compliqué, mais il y a quand même des raisons assez plausibles de penser que ça a un impact positif, parce qu'on sait très bien en Suisse, et ça on peut le démontrer grâce à des données observationnelles, que qui a un CFC s'en sort beaucoup mieux sur le marché du travail de qui n'a pas de CFC. Donc si vous arrivez à transformer quelqu'un qui n'a pas de CFC en quelqu'un qui a un CFC, il y a quand même de fortes chances que ça ait un impact. Et voilà. Donc ça, c'est un peu ma conclusion, c'est de dire, je ne veux pas, surtout pas, j'espère d'avoir réussi à faire passer ce message-là, je ne veux surtout pas jeter le bébé avec l'eau du bain, donc je pense que ces méthodes d'analyse randomisée sont très puissantes, très, très fortes. Quand je les ai pratiquées, j'étais très content de pouvoir m'appuyer sur des résultats de ce type-là avant de parler aux politiciens. Mais il faut être conscient des limites, il faut être conscient du fait qu'on ne peut pas tout le temps les utiliser et qu'il ne faut pas, à mon avis, non plus conclure que voilà, si on ne peut pas tester de manière randomisée, on ne peut rien dire. Sinon, on n'aurait pas de parachute. Merci.